J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle édition du sommet Afro-Naturo sur le thème de l'amour. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Belrose, qui est coach et thérapeute et qui va nous parler de l'amour et de la spiritualité. Parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, on est un corps, un mental et un esprit, et il y a vraiment besoin d'avoir les trois aspects pour pouvoir être équilibré et être authentique. Donc, bonjour David. Bonjour Audrey, je te remercie de m'avoir invité pour une première aujourd'hui. C'est mon premier interview, donc voilà. Donc j'espère que tous les messages que j'aurai à faire passer vont bien passer auprès de tout le monde. En Mais tout cas, je oui, suis ravi de faire cette interview avec toi, quoi. d'accord, très bien. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Je pense que ça va durer longtemps si je commence à parler de moi, Mais c'est pas grave, mais on je a vais le essayer temps. d'aller à l'essentiel. Donc, je m'appelle David Belrose. Donc, du coup, je suis né en Martinique. Il y a de ça fort longtemps, donc je peux dire mon âge. Donc, j'ai 49 ans, donc j'ai trois enfants et je vis dans la région parisienne. Quoi dire d'autre? Je suis arrivé en France, en Hexagone, il y a près de 30 ans maintenant, suite à mes études supérieures. Et depuis, je navigue, je fais plein de choses dans la vie, je m'éclate et voilà, je suis là aujourd'hui avec Audrey et on va essayer de parler de l'amour, de ce que c'est que l'amour, de la genèse de l'amour, enfin, en tout cas, de ma vision de l'amour. C'est-à-dire parce que chacun d'entre nous, nous avons des prismes et j'espère exposer en fait compte ma vision de l'amour, de ce que j'ai, quoi, de ce que j'entends aimer. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien que tu as avec, enfin, en tant qu'afro-hybride, qu'est-ce que c'est, Mhm. voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton statut d'afro-hybride, ce que tu en penses? Oui. Je suis né, comme je disais, en Martinique. Donc, du coup, en Martinique, on a un positionnement un peu spécial. Parce que, bon, je vais entrer dans le vif du sujet. Il y a une grosse partie de la communauté en Martinique qui se considère pas comme africain, du part de notre héritage du fait qu'on a été déporté, enfin, que nos ancêtres ont été déportés aux Antilles et qu'on a une partie de nos ancêtres qui sont soit européens ou soit indiens, enfin l'Indien d'Odan, je veux dire. Donc il y en a qui se considèrent pas comme africains parce que ils disent que bon, on est antillais, donc on est un peuple métissé, etc. Et par contre, il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent en tant qu'africains et dont j'en fais partie. Donc moi, je considère que même si j'ai des ancêtres européens, j'ai des ancêtres africains et je trouve que c'est vachement important parce que je me sens plus proche de l'Afrique que l'Europe, quoi. Même si je suis né en Martinique, même si dans cette société, en fin de compte, les codes sont plus occidentaux qu'africains, mais je me retrouve totalement dans la culture, dans la musique, dans l'expression africaine, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et effectivement, comme je le dis souvent, le berceau de l'Afrique, enfin, le berceau du monde, de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc Mm, effectivement, on est tous potentiellement africains. Et tout à fait. du coup, pour rebondir par rapport à ce dont tu parlais, et sur le sujet, en fait, le thème de cette interview, qui est l'amour, c'est quelque chose qui est universel et c'est surtout quelque chose qui fait vraiment partie de la culture africaine, des valeurs africaines. Donc, Oui, effectivement, tu oui, nous tout as à dit un fait. petit peu ce dont tu allais parler, mais est-ce que tu peux globalement nous en dire plus par rapport à cette valeur qui est l'amour? Oui, tout à fait. L'amour pour moi est universel. Donc, quel que soit le peuple, quel que soit l'endroit où on est, il y a de l'amour. Pour moi, l'amour est partout. Donc, c'est pas seulement dans la relation amoureuse entre deux personnes, hein. C'est pas le fait, ah, je suis amoureux, je suis tombé amoureux. Moi, lorsque je parle d'amour, l'amour se trouve en toute chose, hein. Par exemple, l'amour se trouve en observant la nature, l'amour se trouve dans les arbres, dans le coucher de soleil. En fait, quand tout est amour, tout s'exprime à travers cette énergie divine qui est l'amour. Et
des fois, nous avons du mal à entrevoir cet amour qui nous est offert gratuitement chaque jour. J'aime bien, en fait, quand me réveiller et exprimer la gratitude que j'ai envers la vie, parce que la vie me montre l'amour qu'elle me donne, me montre par des manifestations diverses et variées que cet amour est d'abord à l'extérieur, mais aussi elle est en moi, cet amour. Et je trouve que c'est une chance de pouvoir être alerte par rapport à cet amour qui est partout, qui est aussi en nous, quoi. C'est pour Oui, ça que je parlais au début de l'entretien de Genèse, hein, de savoir d'où vient l'amour. Cet amour que l'on chérit tant, qu'on espère, mais il est d'abord en nous, cet amour. exactement. Alors du coup, effectivement, est-ce que tu peux nous parler de cette genèse de l'amour? Oui. Euh, donc l'amour pour moi, comme je l'ai dit, c'est en toute chose, hein. Cependant, lorsqu'on est petit, l'amour que l'on reçoit de nos parents, il est ce qu'il est. Mais par contre, comment dire, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience de cette valeur-là et on n'a pas conscience du comment elle se manifeste. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta vision de l'amour? Oui, tout à fait. Alors, ma vision de l'amour, elle est venue progressivement par rapport à ma vie. Au départ, l'amour euh, vécu en tant qu'enfant avec mes parents. Et là, j'ai commencé à vraiment apprendre ce que c'était que l'amour lorsque j'étais adulte, lorsque j'ai commencé à avoir mes relations amoureuses. Et dans ces relations amoureuses, je me suis rendu compte que l'amour que j'exprimais et que je voulais en retour était pas adéquat. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment de l'amour que j'exprimais, j'étais dans une dépendance affective. Et je pense que à y réfléchir, on a souvent tendance à confondre la dépendance affective et l'amour. Je m'explique. L'amour, pour moi, c'est accepter une personne telle qu'elle est. Parce qu'on peut avoir on peut parler aussi de la notion d'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Mais c'est accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, ne pas essayer de la changer et surtout ne pas la mettre entre quatre murs. Ouais, elle m'appartient, etc. D'avoir des scènes de jalousie, etc. Donc voilà. Donc moi, je pense que l'amour, c'est ça. Le véritable amour, c'est accepter l'être que l'on aime telle qu'elle est. Et ça, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris tout ça, que j'ai pris conscience de tout ceci. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est depuis que je suis passé, comment dire, en réveil spirituel, où là, j'ai commencé vraiment à faire un cheminement intérieur. J'ai commencé à travailler, comme on dit, sur moi, à me connaître mieux, à connaître, oui, à me connaître mieux, mais aussi à connaître mon interaction avec le monde extérieur, quoi. D'accord. Donc voilà, et ça m'a amené à avoir une autre approche de l'amour, une autre vision, un autre prisme de l'amour que j'ai actuellement. Et ce que j'ai actuellement, c'est c'est l'amour que je porte à quelqu'un, c'est le respect, c'est le fait de laisser la personne se mouvoir comme elle est, le fait de l'accepter comme elle est, mais chose que c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident parce que l'ego rentre en jeu et on a des vieux schémas qui sont dans notre inconscient et qui nous empêchent de faire ça en fait. Et c'est pour ça que c'est en ça que c'est difficile, c'est un cheminement intérieur. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ce cheminement, à faire en fait le deuil de tout ce qu'ils étaient avant pour pouvoir déconstruire parce qu'on a des croyances, on a tous des croyances, de pouvoir déconstruire ces croyances et de façon de changer, de se métamorphoser, quoi. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment expérimenter l'amour. Euh, et après, on peut parler de l'amour inconditionnel, parce que ça rejoint cette notion.
D'accord. Donc Voilà. déjà, dans ce que tu as dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui passent toute leur vie, toute une vie, sans prendre compte de ça, sans se rendre compte de ça et entamer Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un, vrai. comment dire, un travail. Donc ça, il faut le savoir. Et du coup, est-ce que en coaching en général, on dit qu'avant, il y avait deux éléments qui pouvaient nous permettre de nous remettre en question. Donc il y avait soit la maladie, soit être face à un deuil. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est dans une époque où on a beaucoup Mm. plus de conscience. Et tout le monde ne fait pas cette démarche. Et du coup, peut-être que c'est en lien, est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être que c'est en lien avec ce que tu as dit par rapport en fait, à l'amour qu'on peut avoir pour son conjoint, par exemple. Parce que tout Mhm. le monde, on peut parfois nous, faire la démarche, mais la personne en face de nous ne pas la faire. Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, je peux parler aussi de mon réveil spirituel. Il est arrivé suite à un choc émotionnel que j'ai eu dans ma vie, enfin, de ma vie familiale, qui n'était pas super grave, mais bon, je peux le dire, c'est mon fils en fin de compte qui a été fâché avec moi pendant des années, et ça, je me suis rendu compte de ça après, quoi. Tu vois, c'est pas tout de suite que je me suis aperçu de ça, que j'ai fait le lien du moins. Et ça aussi, ça parle d'amour, c'est l'amour au père aussi. Ça a son importance et ça a sa particularité. Donc tout ça pour dire que je me suis réveillé par rapport à ça. Et grâce à ça, donc du coup, j'ai pris conscience de plein de choses. Et pour revenir à l'amour en couple, euh, si tu constates que l'amour est comme si c'est comme ça, l'autre personne qui n'est pas éveillée, qui n'a pas conscience de ça, la personne qui est éveillée se doit de l'aider. La personne qui est éveillée se doit de justement d'avoir de la tolérance, de comprendre, d'accepter la personne justement comme elle est. Donc même si la personne, par exemple, elle est dans l'ego plus que nous, au contraire, il faut apprécier, il faut prendre du recul et vraiment accepter la personne telle qu'elle est, quoi. Hmm. Et est-ce que tu peux brièvement nous expliquer, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience de tout ce qui est en lien avec l'ego, avec la jalousie, la dépendance affective, est-ce que tu peux rapidement nous donner des définitions de ces notions? Oui, je vais essayer d'être court, parce que l'ego, on peut parler de l'ego pendant des heures, ça tu le sais. L'ego, pour moi, c'est une personnalité qui s'est adaptée à la vie, à ce qu'on nous a demandé. Et l'ego, on le construit lorsqu'on est enfant. Parce que l'enfant, en fin de compte, il développe un certain comportement pour s'adapter au désir, à l'amour de ses parents. Par exemple, l'enfant, il sait que s'il se comporte de telle et telle façon, son parent va l'aimer. Donc du coup, bah, il développe ce comportement. Et à la force, donc tout cet ensemble de comportements se développe, constitue notre ego. Et notre ego nourrit des programmes inconscients dans notre subconscient. Et jusqu'à l'âge adulte. Et en étant adulte, on a les mêmes comportements qu'on avait lorsqu'on était enfant, mais qui nous sont complètement inutiles maintenant, mais on les garde en nous. Et c'est pour ça qu'on peut développer certains comportements, par exemple, un peu excessifs vis-à-vis des émotions, vis-à-vis de la colère, par exemple, de la jalousie. Donc tout ça, ça vient de notre enfance, quoi. D'accord, très bien. Effectivement, Voilà, voilà à peu près ce que c'est que l'ego. ouais. Mais l'ego n'est pas notre ennemi, quoi. Voilà, il Oui, faut apprendre à le connaître. tout à Ce sont fait. des parties de nous Mm. qui demandent à être connues, éclairées. Et une fois qu'on arrive justement à mettre le doigt sous ces parties-là, et on peut comprendre ce qui se passe en nous et on peut transcender, ce qu'on appelle transmuter ça, Mhm. et être mieux dans sa peau, dans sa vie, quoi. Et je pense que c'est l'essentiel, hein. Ouais. Ce que j'aime bien dire par rapport à l'ego, c'est que c'est la partie de nous qui surtout mémorise comment dire, les événements un petit peu tristes, les événements marquants. Et Mhm, à chaque fois que en fait, il se retrouve face à un événement qui ressemble en tout ou partie à un événement passé traumatisant, mais en fait, c'est mhm, là qu'il va y avoir des signaux qui vont s'allumer
pour pouvoir éviter de revivre des choses douloureuses. Donc, en fait, dans ces cas-là, les comportements ne sont pas rationnels, mais ça a son histoire, ça a son pourquoi, parce que, comme tu dis, ça remonte à l'enfance, ça remonte à tous les schémas inconscients qui sont derrière. Tout à fait. C'est qu'un événement qui se passe aujourd'hui, un événement désagréable, va rentrer en résonance énergétique avec un traumatisme qui s'est passé dans notre enfance ou dans notre adolescence et va venir réveiller une vieille blessure qui n'a pas Mmh. été visitée et guérie, quoi. Et c'est pour ça que qu'on peut avoir des comportements excessifs ou voilà, ou des dysfonctionnements par rapport à ça, quoi. Mmh. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu considères que la dépendance affective est liée à ça, est liée en fait à l'ego, est liée à ce que tu viens juste de... Oui, ouais, par exemple, la dépendance affective, elle peut être liée, il n'y a pas que ça, hein, donc elle peut être liée au fait qu'on n'a pas reçu assez d'affection, ou du coup notre mère, enfin, on peut parler pour un homme, ne nous a pas témoigné beaucoup d'affection alors qu'elle nous aimait, mais son comportement a fait que bah, il y a une blessure d'abandon. Mmh. Et cette blessure d'abandon nous crée une dépendance affective, d'abord avec la mère, mais en étant adulte, notre mère n'est plus avec nous. On peut développer cette dépendance avec les autres femmes que l'on rencontre. Voilà. Mmh. Et on peut vivre que à travers les femmes. C'est-à-dire que si elles sont pas là, on est complètement perdu. Mmh. Et voilà. Et là, pour moi, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis, et surtout parce que c'est toi qui le dis, parce que, comme je disais, parfois les hommes, dans le cadre du coaching, hein, moi je vois par rapport aux personnes que je vois autour de moi, Mhm. bah, en fait, on a un peu du mal à les aborder parce que quand on veut les aborder pour parler de problématiques et pour les aider, bah, en fait, eux, en premier lieu, ils ont plus une... je ne sais pas, c'est peut-être lié à cette dépendance affective, mais ils ont, dans un premier temps, euh, eux, ils ont plutôt en tête le fait de faire des rencontres, enfin, moi, je le rencontre, enfin, je me Oh, ouais, ouais. réalise ça finalement dans les nouvelles personnes que je rencontre, parce que je rencontre beaucoup de personnes et la plupart du temps, quand ce sont des hommes, bah, en fait, on a du mal à dépasser en fait un certain stade pour pouvoir vraiment les aider eux à titre personnel dans le cadre du coaching, parce que eux, ils sont toujours liés à rencontres amoureuses, Mm, des choses mm. comme ça. Donc, je pense que Ouais. enfin, ce que tu viens de dire, ça, c'est peut-être, il y a peut-être une piste de. Alors, ouais, c'est une piste de réflexion, mais je pense en tant qu'homme, je peux dire que, enfin, bon, moi, j'ai pas été dans ce cas-là, mais je pense qu'il y a des hommes qui sont pas dans une dépendance, mais qui sont juste, ça peut être un autre schéma. Ça peut être, par exemple, comment dire, parce qu'ils n'arrivent pas à aimer, parce qu'ils ont peur d'aimer. Ils aiment une femme et au bout d'un moment donné, bah, ils arrêtent parce qu'ils sentent que peut-être qu'ils sont en danger, parce qu'ils sentent que bah, ça commence à devenir sérieux et donc du coup ils préfèrent écourter la relation et en recommencer une autre. Mm. Voilà. Donc, pour moi, c'est une fuite à l'amour. Pour moi, c'est une peur, mais c'est complètement inconscient chez eux. Donc, ils préfèrent entre guillemets collectionner les conquêtes plutôt que d'affronter vraiment d'embrasser l'amour, quoi. Voilà. Mm. Parce que Mm. l'amour leur tend les bras, conscients, eux, ils fuient. Voilà. Oui, c'est très Donc, intéressant. c'est un autre aspect. Il y a la dépendance affective, mais il y a aussi la fuite parce que on a peur d'aimer. Parce qu'aimer, c'est pas évident. Mm. Mm. Vraiment aimer quelqu'un, comme je disais au début de notre entretien, euh, vraiment aimer quelqu'un, c'est aimer la personne inconditionnellement. Oui. Donc, lorsqu'on commence à avancer dans la relation, on se rend compte que bah, la période de la lune de miel est passée, les fameux 3 ans, ou ça peut être avant. Hein. Donc, on se rend compte des défauts, entre guillemets, de la personne, et on n'a pas envie d'aimer ces défauts-là. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que ces défauts qu'on ne veut pas aimer, ce sont nos propres défauts parce que la personne nous reflète
notre propre personnalité. La personne est en fin de compte un miroir pour nous, quoi. Mm. Ouais, Et ouais, il y a énormément de notions effectivement que tu abordes là et qui sont ouais, vraiment très, très intéressantes et qui permettent encore une fois d'avoir de l'empathie. Parce que c'est bien beau de dire d'être dans les mm, clichés, et là on va revenir un petit peu sur une petite parenthèse sur les afro-hybrides, en fait, hein, les afros, les noirs en général. On dit souvent qu'ils sont volages, on dit que ci, que ça, mais par ton témoignage, je trouve que ça permet de mettre une explication, de se dire, ben voilà, alors on parlait de l'ego avec le côté irrationnel, ben finalement, se dire que c'est des personnes qui sont quelque part en souffrance. et Et même si on n'explique pas le comportement là, on se dit, ben voilà, il y a sûrement une piste de travail qui est possible si on prend le temps de discuter avec la personne et d'aller au-delà de ses blessures, finalement. tout à fait. Mm. Et puis après, j'aimerais dire par rapport à la communauté, surtout les afro-descendants antillais, il y a quand même une problématique qui est liée aux blessures transgénérationnelles issues de l'esclavage. Bon, j'aime pas trop parler de cette période parce que bon, elle est passée, mais on a quand même un héritage, on a reçu un héritage qui est indéniable du fait de ces blessures qui sont présentes. Donc voilà, donc on dit que par exemple les Antillais ils sont volages, mais il y a une explication à ça. L'explication, c'est que dans les plantations, les colons, ils envoyaient les hommes aller, entre guillemets, féconder les autres femmes des autres plantations pour augmenter le cheptel, pour augmenter le nombre d'esclaves. Donc, nos ancêtres en Martinique, en Guadeloupe, on les a forcés à aller, comment dire, faire des enfants avec plusieurs femmes, etc. Donc, du coup, c'est rentré énergétiquement dans les gènes, quoi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve encore en 2020 avec ce genre de comportement, mais qui est purement inconscient euh, et que certains ont conscience, mais pas tout le monde, quoi. Oui, Voilà. exactement. Et c'est Aspect encore une fois, qu'il faut prendre en compte. ça Qui est permet. spécifiquement lié aux Antilles, voilà. Et en Afrique, peut-être qu'aussi Oui, en il y a Afrique ce, aussi, hein. En Afrique aussi, il y a ce préjugé-là qui veut que les hommes ne soient pas sérieux. Donc, ça fait ouais, partie aussi du truc. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi? Donc, il y a effectivement le côté transgénérationnel. Tu l'as dit, il y a aussi la dépendance affective. Il y a aussi enfin, tout mhm, ce dont tu as parlé là juste à l'instant. Donc, c'est très, très intéressant. Et merci. est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter oui, parce que comme moi, je suis coach et dans mes projets futurs, étant donné que moi, je suis en train de suivre un cheminement, de continuer à prendre soin de moi, à guérir mes blessures, je voulais ajouter un point que j'ai omis. Euh, c'est le fait, en fin de compte, d'aimer. Pour aimer une personne, pour aimer une femme ou un homme, en tant que femme, bien sûr, ou en tant qu'homme, hein, il faut d'abord avoir la capacité de s'aimer soi. Et ça, je pense que c'est une notion centrale et que les gens n'ont pas conscience. Comment on peut aimer quelqu'un si on ne sait pas comment s'aimer soi? Et le truc, c'est que nos parents, nos arrière-grands-parents aussi, personne ne nous apprend à comment nous aimer. À l'école, il n'y a pas de cours comment s'aimer soi. Et ce serait quelque chose de bien, de génial, qu'on nous apprenne, qu'on nous donne des cours sur l'amour de soi et ce qui amène en fait compte l'estime de soi et la confiance en soi. Je me suis rendu compte, pour parler de moi, que j'avais beaucoup confiance en moi. Peut-être pas pour toutes les choses, mais bon, j'ai eu relativement confiance en moi. Mais le fait que j'ai manqué d'amour de moi fait que ben, mon estime, voilà, il n'était pas là. Donc c'est tout un ensemble qui fait que la personne est capable, est à même d'aimer. Voilà. Hmm.
C'est ça. Mm. Et moi, ça me fait penser à quelque chose là, parce que tu as dit beaucoup de choses. L'autre est notre miroir. On a parlé aussi de toutes les blessures des hommes dont on n'entend pas suffisamment parler. Enfin, une fois, j'ai un ami qui est coach et qui disait qu'en fait, la plupart des hommes, quand ils ne vont pas bien, ils vont à la salle. Enfin, c'était une caricature, mais bon, c'était une manière de dire que, en fait, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. voilà, ils vont se défouler sur quelque chose. Donc, soit ils vont à la salle, il y en a certains qui malheureusement ont des addictions, à l'alcool, Mhm. des choses comme ça. Et il y en a aussi, on en parle encore de plus en plus, qui sont violents. Et selon toi, quelle explication est-ce qu'on peut mettre derrière? Est-ce que c'est lié Mhm. enfin, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous partager pour qu'on puisse essayer de Mhm. comprendre ça? Alors, moi, je pense que ces hommes-là, ils sont dans la souffrance. Même s'ils sont dans la colère, même s'ils cassent tout dans la maison, même s'ils ils vont se réfugier dans le sport, ou, dans l'alcool, dans la drogue, c'est une forme de souffrance. Ok. Donc ça cache une blessure. Les fameuses 5 blessures de l'âme, ça peut être le rejet, l'abandon, l'injustice, etc. Mais ça vient en fin de compte se déteindre dans la relation de couple. Ok. Donc le plus souvent, ils n'ont pas conscience de ça encore une fois. Mhm. Euh, donc, comment ça se passe? Pour eux, le fait par exemple, d'aller vers une addiction, c'est un moyen qui anesthésie, en fin de compte, l'émotion qu'ils sont en train de vivre. Donc, à chaque fois que ça remonte, l'émotion, sous forme de sentiment, parce que le sentiment, c'est le cerveau qui interprète, en fin de compte, les émotions que l'on a vécues auparavant et qui sont ancrées en nous, parce que les sentiments peuvent être appelés états d'âme. Donc, les états d'âme, c'est lorsque on a des émotions qui ont été refoulées et non exprimées. Donc, elles s'impriment dans notre corps et elles sont là pendant des mois ou des années si elles n'ont pas été entendues. Donc, ces hommes en question-là ont ces fameux états d'âme dont ils n'ont pas conscience et leur moyen pour eux, pour annihiler, pour un exutoire, pour fuir, ce sont ces fameux moyens anesthésiants. Voilà. Et c'est qu'une prise de conscience qui fait que ces hommes vont sortir de ce cycle, en fait. C'est un cycle qui est perpétuel. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux juste, pour les personnes qui souhaitent rappeler les 5 blessures de l'âme, parce que t'en as dit deux et demi, donc les rappeler pour que les gens les aient à l'esprit. Alors, il y a un moyen mémotechnique que j'avais trouvé sur un site, c'est trahi, le mot trahi. Donc du coup, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui, par exemple, qui voit ta vidéo, qui est touchée par cette interview et qui se reconnaît dans un comportement de violence ou d'addiction? Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner, même s'il n'y a pas forcément une de prise de conscience, mais pour l'interpeller? Ok. La première chose que je dirais, c'est d'abord d'accepter ce qui est et Mm. de reconnaître qu'il y a une addiction, de reconnaître qu'il y a, j'aime pas dire le mot problème, mais dysfonctionnement. Voilà, de reconnaître déjà ça, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et après, la deuxième chose, c'est d'aller voir soit un coach pour passer à l'action, parce que c'est par l'action qu'on va guérir. En faisant des choses qui font qu'on va sortir de ce qu'on est, ou alors un psychothérapeute pour comprendre ce traumatisme, d'où viennent ces traumatismes. Voilà. Mm. Mais le premier pas, c'est l'acceptation. Le Mm. déni, s'il y a déni, on continue, voilà, vitam aeternam, quoi. Ok. Mais le premier pas, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est et d'accepter avec amour. Toujours l'amour qui revient. Ouais, oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas s'en vouloir, hein. C'est-à-dire se dire c'est ok, on prend la situation comme elle est aujourd'hui et puis on se dit où est-ce qu'on veut aller. Oui. Souvent, c'est vrai que souvent j'avais vu un film la dernière fois et je pense que c'est assez représentatif. Euh, Comment dire, il y a un acte qui est posé, donc je sais pas, de la violence par exemple, et après la personne se met
à Mhm. regretter ce qu'elle a fait. Elle Mhm. regrette et du coup, c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a quand même vraiment une souffrance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que la personne elle puisse accepter et ne pas s'en vouloir par rapport à ça. Se dire, ok, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose, mais je fais face à ça et j'avance, je me mets en action pour pouvoir dépasser ça. Exactement, exactement. Mm. Je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est les émotions. On n'a pas beaucoup parlé, mais les émotions, c'est vraiment ce qui est du domaine du mental. On parle souvent du corps, du mental et de l'esprit. Les émotions Ouais, sont au milieu un petit peu. C'est les messages qui sont envoyés pour pouvoir exactement. Mm. l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et est-ce que tu penses que par rapport justement à la gestion des émotions, qui est souvent problématique, qu'on rencontre beaucoup en coaching, il y a un côté culturel. Est-ce que tu penses Euh, que... Si, bien sûr, il y a parce que les émotions que l'on traverse, en fin de compte, elles sont nos amis. Hein. Les émotions nous dévoilent ce qui va pas. Enfin, je parle des émotions désagréables. Parce que, bon, si tout va bien, on voit que tout va bien, mais les émotions désagréables, elles nous dévoilent ce qui va pas. Voilà. Donc du coup, il faut savoir les écouter parce qu'elles sont pas censées rester dans notre corps. Mais effectivement, pour revenir à ta question, si il peut avoir une spécificité liée à un domaine familial, liée à une communauté, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est intéressant. Et cet aspect, il faut tenir compte dans le coaching, quoi, de ce qu'on appelle de l'environnement du coaché, quoi. Mm, mm. Et donc pour les émotions négatives hein, dont on parle, il y a tout ce qui est la peur, la colère, la tristesse, la jalousie aussi. Et tout ça, il y a toujours La un culpabilité. culpabilité, il y en a énormément, mais il y a toujours un message. Comme j'aime bien dire, enfin, souvent la colère, c'est l'émotion qu'on a quand on n'est pas respecté. La jalousie, c'est l'émotion qu'on a quand on a peur de perdre une situation. Donc les personnes qui sont jalouses, notamment dans le couple, parce qu'on parle d'amour aussi, c'est souvent des personnes qui se disent bah, mince, cette situation, je l'aime bien, Mhm, je suis bien dans mon couple, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc parfois, la mhm, jalousie, ça permet, encore une fois, comme tu dis, ce sont nos amis. Ça permet parfois d'allumer des curseurs, des signaux pour mettre en place une action et revenir à des émotions oui, tout positives, à fait. des émotions d'équilibre. Mm. Bah, par rapport aux émotions dites négatives, parce qu'en fait, il y a pas d'émotions négatives ni d'émotions Exactement. positives. Mm. Encore une fois, c'est une question de jugement. Le fait d'être en colère, c'est une émotion qui est saine. Euh, Parce que la colère, justement, comme tu disais, permet de se faire respecter, mais la colère permet aussi de se respecter soi-même, de dire Mhm. non, je suis pas d'accord. De On faire peut ses exprimer limites. la colère sans pour cela tout casser dans la maison et juste dire je ne suis pas d'accord, voilà, c'est pas ok pour moi, c'est au dehors de mes limites, de mon cadre. Et ça, c'est de l'amour pour soi. C'est de l'amour qu'on témoigne pour soi. La tristesse, par exemple, c'est une émotion qui permet la transition entre deux situations. Mhm. C'est le fait de laisser quelque chose de connu et d'aller vers l'inconnu, dans l'incertitude. Donc, et la tristesse, c'est nécessaire. Et il faut vivre la tristesse. Moi, je préconiserais de vivre les émotions pleinement et de ne pas les refouler. Parce que petit, on nous dit, ouais, les garçons, faut pas que, ça pleure pas les garçons, les petites filles, Mhm. ça se met pas en colère, c'est pas bien, etc. Donc, par rapport à ça, on a du mal à pleurer. Les hommes, on a du mal voilà, à se mettre dans des émotions, mais ce sont des émotions primaires, mais qui sont saines, à même titre que la joie, etc. Voilà. Donc le fait de vivre ces émotions font qu'elles vont pas s'engrammer dans notre corps et se transformer en sentiments et en état d'âme, et voire même en état d'être. Voilà. Exactement. Parce que comme tu disais tout à l'heure par rapport à la mémoire génétique, il faut avoir conscience que si on est là, on prépare aussi la future génération. Donc Tout à fait. tout ce qu'on garde en nous, ben, en fait, ça, on le transmet à nos enfants. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et alors du Ben, coup, les enfants, ce sont nos exemples. oui, vas-y, continue. Non, pour nos enfants, nous sommes les exemples. C'est tout ce que je voulais rajouter. Ouais. D'accord.
Parle-nous de l'amour inconditionnel. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Est-ce que tu as Hmm. quelque chose à dire? Alors, ouais, l'amour inconditionnel, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est aimer une personne de façon inconditionnelle, d'accepter les défauts, etc., de tout ça. Mais je reviens encore à nous. Pour pouvoir aimer les autres inconditionnellement, il faut pouvoir s'aimer inconditionnellement. Et on ne nous a pas appris ça encore une fois, à nous aimer inconditionnellement, à, à arrêter d'être aussi dur avec nous-mêmes, à arrêter de nous critiquer, parce que soi-disant on fait quelque chose de pas bien ou on se trouve, je sais pas, moche ou voilà. Donc ça passe obligatoirement par l'amour de soi. Voilà. J'insiste encore une fois, mais le fait d'aimer inconditionnellement, c'est d'abord nous. C'est d'abord à s'accepter totalement comme on est. Et c'est un cheminement qui est personnel, qui est différent suivant l'individu, qui est différent dans la durée, dans la douleur aussi. Tout dépend des blessures que l'on a eues dans le passé. Mais ça, c'est OK. Nous avons tous un chemin unique. Nous sommes à la fois similaires mais uniques. Moi, j'ai commencé ce chemin. Je prétends pas être arrivé au bout. Au contraire, je suis même au début. Mais je trouve que c'est OK. C'est merveilleux. Parce que lorsqu'on découvre, qu'on commence à découvrir qui on est, vraiment qui on est, même les parties les plus sombres de nous, quoi. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'aimer cette partie-là et de la faire exister et de lui pardonner. Enfin, voilà, quoi. Donc, je trouve ça beau. Voilà. Non, c'est clair, c'est beau. C'est effectivement l'amour inconditionnel, faut le rappeler, ça permet de ne pas être dans le jugement, ça permet d'aimer ses défauts, ses qualités, de s'aimer comme on est, d'accepter l'échec, de s'accepter en fait, tout simplement. Ça, c'est important de C'est le ça. rappeler aussi. Et C'est ça. est-ce que, comme je sais, du coup, on parle de l'amour et de la spiritualité, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect justement, de l'importance de la spiritualité dans l'amour et encore une fois, rappeler que c'est pas du tout quelque chose de perché, c'est vraiment quelque chose qui nous aide au quotidien, qui peut nous aider au quotidien. D'accord. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Euh, la spiritualité, si on devait donner une définition déjà de la spiritualité, c'est juste vivre, quoi. C'est juste être, je suis, point barre. La spiritualité, c'est pas méditer en position de lotus toute la journée et à être connecté à nos guides, etc. et ne pas être incarné pleinement ici et maintenant. Pour moi, la spiritualité, c'est vivre. La spiritualité, c'est faire une interview avec toi, discuter avec toi de l'amour, c'est ça la spiritualité. La spiritualité pour moi, c'est aller travailler, c'est rentrer, embrasser ma femme, voilà, parler avec mes enfants, parler avec mes amis, c'est ça la spiritualité, c'est affronter les problèmes aussi. Euh, voilà, c'est la vie. Et pour être comme ça, il faut juste être ancré dans la vie de tous les jours et avoir envie d'accepter notre incarnation. Voilà. Et pour moi, le fait d'accepter justement notre incarnation, c'est une méditation constante. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour. Le fait de méditer, dans un premier temps, bien sûr en position assise, etc., fait que on peut se connecter à notre centre, à notre cœur, qui est le siège de notre âme. Une fois qu'on est connecté à notre centre, à n'importe quel moment de la journée, on peut y être. Donc j'aime bien dire à mes coachés, soyez en conscience le plus souvent possible dans la journée. Par exemple, si vous allez faire des courses, soyez à 100% en train de faire des courses, en train de choisir vos articles, soyez à 100% parce que vous prenez 2-3 carottes que vous épluchez, mais ne soyez pas soit en pensée, à penser au passé ou à l'avenir, mais soyez en conscience. Et c'est en ce sens que c'est une méditation, quoi. Et c'est en ce sens que qu'on arrive vraiment à être ancré. Quand on parle d'ancrage, c'est ça en fait. C'est ça. Nous avons tous nos 5 sens
vraiment dédié à ce que l'on fait ici et maintenant. Voilà. Parce que le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Donc, Mm, ce qui importe, c'est le présent, c'est ce que l'on fait là. exactement. Voilà. Et encore une fois, pour rebondir, moi, ça m'évoque ça, c'est que moi, j'en parle beaucoup dans mes 5 piliers de santé, de la gestion du stress et de l'information. C'est-à-dire que les Mhm, cellules ont besoin de savoir ce qu'elles vont faire, mais pour justement faire le lien avec le quotidien et montrer à quel point ce que tu viens de dire, ça fait partie du quotidien, il y a l'organisation. C'est-à-dire que tu te dis, ben voilà, quand je fais ça, je le fais là maintenant et c'est OK. Et après, peut-être que je vais prendre du temps pour planifier ce que je vais faire demain. Mais pendant ce moment, je suis en train vraiment d'organiser ce que je vais faire demain. Et donc, du coup, après, quand je vais faire la tâche d'après, je ne suis plus en train de penser à ce que je vais faire demain, puisque exact. je suis en train comme tu dis, d'éplucher une carotte ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie aussi de ça, parce que quand on est dans son fauteuil à cogiter, qu'on est dans ses pensées, qu'on est dans le stress, on est des personnes qui sont très stressées, ben en fait, on n'est pas dans le moment présent. Donc, forcément, on sollicite ces hormones du stress, on les épuise quelque part pour rien, alors qu'en fait, on est là. Et parfois, on n'est pas non plus avec notre entourage, on n'est pas non plus avec notre famille parce que l'esprit n'est pas là. Mm. Ça, c'est important de le rappeler. Et puis, l'autre raison de rester en présence dans le moment présent, c'est qu'on rate plein de choses. Par exemple, lorsqu'on se balade, on marche dans la forêt, il y a un coucher de soleil ou, je sais pas, des oiseaux, etc. Et je me suis rendu compte que même moi, je faisais ça avant, que je prenais mon vélo ou alors je marchais en pleine nature et je contemplais même pas la nature autour de moi parce que j'étais perdu dans mes pensées. Et de ce fait, on rate les fameux miracles de la vie qui s'opèrent devant nous tous les jours. On rate le coucher de soleil, on rate la beauté des arbres, etc. Donc du coup, on n'est pas présent pleinement et notre vie, elle passe super vite. Et on se réveille un matin, on a 60 ans, 70 ans, mais on n'a pas su profiter de chaque instant de bonheur que la vie nous offrait, quoi. Et c'est en ce sens que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment être ancré dans la vie de tous les jours et d'apprécier tous les moments. Et même si, j'ai envie de dire, même s'il y a des moments qui sont moins drôles que d'autres, ces moments-là, il faut savoir prendre du recul et dire, bon, voilà, j'ai raté le bus, je vais être en route à mon boulot, mais qu'est-ce que ce moment-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre, c'est quoi le côté positif? Il y a toujours un côté positif à en tirer de n'importe quelle situation. Et lorsqu'on a cette philosophie, cette façon de prendre du recul, ben, on est dans l'amour. Mais oui, parce qu'on est dans l'acceptation du moment présent, on a raté le bus, qui suscite une émotion qui remonte, la colère, ou alors, enfin, ouais, la colère qui remonte, ou la tristesse, enfin, voilà, là, ou la peur. Mais c'est OK, donc on accueille cette émotion. Et de ce fait, on peut toujours être dans une belle vibration. Et c'est comme ça qu'on attire l'abondance à nous, etc. On entend souvent parler voilà, d'attraction. Eh ben, on attire, en fait, quand nos pensées magnétisent les événements. Donc, il faut vraiment être en conscience pour avoir des émotions, le plus souvent des émotions de joie, d'abondance, pour que l'abondance se manifeste dans notre vie. La recette, elle est super simple. Oui. Voilà, elle est super simple, la recette. Il suffit juste d'être. Ouais. Voilà, d'être. C'est tout. Et après, Exactement. on fait et on possède. Ouais. Ok, très bien. Bah, en fait, enfin, tu abordes tellement de choses hyper importantes et hyper intéressantes que Je parle trop. non, non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et c'est vraiment à chaque fois des réflexions sur des domaines qui sont encore, qui ouvrent encore sur d'autres sous-domaines et tout. Donc c'est Ouais, vraiment, il faudrait un long moment pour discuter, hein. ouais, c'est ça. Et Mais j'aimerais donner aussi un conseil, enfin un conseil, ou alors c'est une façon que j'ai récemment pris conscience de ça. C'est le fait, au lieu de dire, j'aimerais me développer spirituellement, j'aimerais être comme ci, comme ça, dans la durée. Pourquoi ne pas, en fin de compte, limiter ce temps-là à une journée?
Donc moi, ma réflexion a été la suivante. Je me dis que chaque jour se suffit à lui-même. Je me dis que je nais le matin. Donc je suis le matin, je nais. Voilà, c'est une renaissance. Tous les matins, je nais. Et tous les soirs, je meurs. Peut-être que ça va choquer plus d'un, mais c'est comme ça. Je me dis que dans une journée, qu'est-ce que je peux faire pour remplir cette journée d'amour, d'abondance, de joie? Comment je peux écrire cette page blanche que m'offre la divinité tous les jours? Et de ce fait, je n'ai plus l'échéance au-dessus de la tête. Ouais, faut que je sois comme ci, comme ça, etc. Faut que je travaille ça. Non, mon échéance, elle est ça. Et donc, du coup, les petites actions que je mets en place tous les jours, euh, donc du coup, elles sont plus simples à planifier, elles sont moins stressantes et je peux plus facilement atteindre mon but. Et le soir, je me prête à l'exercice de la gratitude aussi pour remercier tout ce que j'ai eu dans la journée et ainsi de suite. Wow. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai remarqué que je suis plus serein. Ah, c'est génial. Et j'ai remarqué aussi que je suis, je sais pas, plus libre. Mhm. Voilà. Oui, parce que quelque part, ça donne un peu plus d'intensité finalement à la vie. Parce que bah, tu Oui, sais ce que tu as à faire. Et puis, au niveau de l'intensité, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent ou qui se disent bah, un jour je ferai ci ou un jour je ferai ça. Et en fait, c'est un peu, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à quand tu vas en vacances. Tu pars en vacances et donc les vacances se déroulent. Et quand tu vois que les vacances sont presque terminées, bah, en fait, il y a comme quelque chose qui s'accélère en disant oh là là, j'ai pas encore fait ci, ça, ça. Et donc, du coup, tu mets beaucoup plus d'intensité dans ce que tu fais. Et quand tu dis ça, exact. en fait, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, Mm, non, non, aujourd'hui, c'est un jour important, donc je fais tout ce que j'ai à faire. mm. Et, euh, et cette méthode peut être utilisée pour tout, quoi. Ouais. Par exemple, les gens qui ont des difficultés, je sais pas, qui procrastinent, qui en mettent tout au lendemain, qui n'arrivent pas à se mettre en action dans la durée, ben, mettez-vous en action sur une journée. Donc, planifiez sur une journée. Je planifie le matin ce que je fais dans la journée Mhm. et je fais le bilan à la fin de la journée. Waouh, j'y suis arrivé, super. Donc, du coup, ça met de l'enthousiasme et ouais, ça met de l'enthousiasme, de l'intensité et ça met du baume au cœur. Bah oui. Bon, on sécrète des hormones du bonheur et l'adrénaline et tout ça, et la sérotonine, enfin, toutes les bonnes hormones en fait, qui permettent de vivre sa vie au quotidien. Donc, du coup, on travaille sur déjà la bonne humeur, on a un meilleur sommeil. Oh là là, je fais Mmh. mon petit côté, mon petit côté naturel, mais c'est vraiment pour dire que Vas-y. tout ça, par rapport à la vagotonie, je ne sais pas si tu connais la vagotonie, qui est cet état en Non. fait, que l'on ressent, cet état que l'on ressent quand on est amoureux, cet état qu'on ressent quand on est heureux, et qui permet en fait d'avoir une action sur les inflammations, sur les douleurs, sur l'état de santé général. Mmh. Et en fait, ce que tu m'as dit là par rapport à cette astuce que tu as donnée pour vivre chaque jour comme si c'était une vie, ça permet justement de cultiver cette vagotonie et d'avoir un bien-être général du corps. Donc c'est gratuit finalement. Il faut pas grand-chose pour être bien, pour être heureux, pour être en forme. D'accord. Ouais. Et, si, euh, comment expliquer pour moi, le bonheur, le vrai bonheur vient de soi, encore une fois, et il ne vient pas de l'extérieur. Que les gens ont tendance, et moi le premier, j'étais comme ça avant que j'ai pris conscience de ça, que le fait de posséder, le fait d'avoir quelque chose de l'extérieur de Mm, moi, le fait, je sais pas, de voir le dernier film qui est sorti, le fait enfin, voilà, de posséder des choses fait que ça me donne du plaisir, mais après, ça s'estompe. Mais la vraie clé du bonheur est en soi, et c'est pour ça qu'il faut cultiver cet amour de soi. Je reviens encore dessus. C'est pour ça qu'il faut cultiver cet amour de soi pour être bien seul avec soi-même. mm, mm. Voilà.
Parce que lorsqu'on ressent la vie en soi, lorsqu'on reçoit la joie, l'abondance, on est heureux. Oui, tout à fait. Ouais. Et moi, je le suis. Ah bah, génial. Ouais. Génial. Ça se voit en tout cas et du coup, Merci. c'est vraiment, je t'encourage à continuer sur cette voie parce que ça te va bien déjà Merci. et ça va te permettre justement de, de répandre en fait tout ça autour de toi. C'est ça, c'est Mm. de pouvoir partager ça déjà avec tes proches et puis partager ça aussi dans ton cadre professionnel avec les personnes que tu accompagnes. Parce que c'est Mhm. contagieux, l'amour, la joie sont contagieux, donc c'est un bon virus C'est à attraper. c'est une bonne nouvelle. Surtout Voilà. dans ces temps qui courent, faut vraiment être centré à soi et savoir que nous tous, on a un potentiel, on a un diamant à l'intérieur et que ce diamant, il désire juste être reconnu, être vu, quoi. Voilà. Et ce diamant, bah, il y en a qui l'appellent Dieu, la source, voilà, la vie, l'univers, tout. Bon, on a ça en nous, quoi. On a cette étincelle divine qui est en nous et qui demande à éclore, à être vu, quoi. Voilà. Et Waouh. c'est nous seuls qui avons la clé. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un ne désire pas être sauvé, bah, ça marchera pas. Mm. Il faut vraiment qu'on désire sortir dans l'état dans lequel on est, quoi. Voilà. Faire mieux de sa vie, quoi. Ouais. Ouais. Mais chacun son cheminement et il y a un temps pour tout. Et c'est Donc OK. j'ai confiance. Ouais. J'ai confiance en l'avenir et de cette humanité, quoi. OK, très bien. Bon, bah super. Comment est-ce que, enfin, quels sont, pour résumer, en fait, pour terminer, bon, tu as déjà dit de belles paroles, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être où est-ce qu'on peut te joindre, comment est-ce qu'on peut te joindre, quels sont les types d'accompagnement que tu proposes? D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à faire mon site, etc. Mais bon, je suis sur Facebook. Bah, vous tapez David Belrose tout simplement, Belrose, et sur Insta aussi. Mais bientôt, je vais développer mon offre qui sera, je pense, très axée sur le life coaching. Voilà. Et bah, je serais ravi de vous recevoir, de vous aider, de vous accompagner quelque temps dans votre vie, l'histoire de quelques semaines, de quelques mois. Donc voilà, je suis là, je suis quelqu'un d'authentique, simple et heureux. Ah bah, Voilà. ah bah, génial. Et tu Bon, l'as c'est mon premier interview, donc ah, on j'ai un peu dirait pas du tout, bafouillé. hein. Voilà, c'est comme ça. On dirait pas Ça du devait se passer comme ça. Mais ouais, comme tu l'as dit, ce qui est important de préciser quand on est dans le coaching, c'est que le coach, c'est pas un gourou déjà, et c'est pas quelqu'un Hmm, qui va nous donner quelque chose. Parce que comme tu l'as dit, on a tout en nous. Donc le coaching, c'est voilà, un moment où on a un tuteur, comme un tuteur qui nous accompagne un peu dans ce qu'on a à tout à travailler. fait. Et après, bah, c'est à nous de continuer à faire le chemin. C'est à nous de continuer à travailler, à cheminer Hmm, petit à petit et ne tout à pas se fait. dire qu'à l'issue du coaching, on aura résolu forcément notre problématique. Voilà. Après, il y a la Le suite coach, qui reste à venir. lui, le, le coach, il fait rien et c'est le coaché qui fait tout en fait. Exactement, tout à Le fait. coach, il pose il se positionne de façon à faire sortir ce que la personne elle a besoin, parce qu'elle a tout en elle, elle a tous les outils, tout ce qu'il faut. Il faut juste appuyer sur le bon bouton et voilà. Ouais, Et au tout à bout de deux, trois, même pas deux, trois séances, les personnes se voient, waouh, je savais pas que je pouvais faire ça, je savais pas que j'étais comme ça, comme si elles sont les premières étonnées, quoi. Donc, fait. c'est comme ça. Oui. Parce que personne leur a donné la possibilité de voir en elles, tout simplement. Oui. Et comme tu dis, la première étape, c'est d'accepter de reconnaître, mais on peut aussi inviter les gens à, comment dire, à faire un pas, c'est-à-dire à tenter, parce qu'il y a des personnes aussi qui se disent oui, mais c'est peut-être pas pour moi, ou oui, je mérite pas ça, etc. Ben, en fait, on teste.
on teste et puis ben, après, si ça ne va pas, c'est OK, on retentera une autre fois ou alors c'est peut-être pas le Mm. moment, etc. Mais faire déjà cette démarche-là et puis après, être volontaire, quoi. Continuer à parfois à sortir Mm. de sa zone de confort pour avancer. Mm. De Très toute bien. façon, lorsque c'est le bon moment, la vie nous donne l'impulsion pour le faire. Mm. Donc, je m'en fais pas pour les personnes qui viendront te voir ou viendront me voir. Elles sauront que c'est le bon moment. Voilà. Et que c'est la bonne chose à faire Mm. pour la suite de leur vie. Ok, super. Bon, bah écoute, David, je te remercie et on a vraiment beaucoup appris sur l'amour et la spiritualité. Je Merci à toi aussi. merci à vous et à très bientôt pour une Merci à nouvelle vous. interview. Au revoir. Au revoir.